Ses enfants 6 au total étaient présents dans la salle d'audience ce jour-là, assis en silence, absorbant chaque mot prononcé. Le jury avait été soigneusement sélectionné, chaque membre choisi pour sa résilience émotionnelle, pour sa capacité à supporter les descriptions que cette affaire allait révéler. Ce fut une audience profondément émouvante, de celle qui laissait une douleur intense, pesante et suffocante, presque insupportable à voir. Vous êtes ici au nom de votre père. Croyez-vous à son innocence? Pour la première fois, les 3 filles des Combs comparurent devant le tribunal, véritables piliers de soutien affectif aux côtés de leur père. Mais moins d'une heure plus tard, quelque chose changea. Soudain, elles se levèrent à l'unisson, s'étreignirent l'une l'autre et quittèrent la salle d'audience en larmes, incapables de rester. Que montrait exactement la vidéo à ce moment-là? Quelque chose de si troublant, de si dévastateur, que même les filles de Didi n'auraient pas supporté d'en être témoins. Ces images pourraient bien être la pierre angulaire de cette affaire. Elles constituent l'épine dorsale des allégations, coercition, fraude et recours à la force. S'il vous plaît, reculez, s'il vous plaît, écartez-vous, reculez, laissez-nous un peu d'espace. Au tribunal fédéral de Manhattan, l'atmosphère était infernale avant l'audience. Une vidéo inédite, prétendument enregistrée lors d'un événement Freakoff, était sur le point d'être révélée. Cette vidéo était considérée comme essentielle, voire accablante, pour les accusations portées contre Didi. Selon l'accusation, ces images étaient cruciales. Elles révélaient non seulement une série d'accusations glaçantes, mais aussi des secrets de famille longtemps enfouis. Lorsque le juge les a officiellement admises comme preuve, une gravité sourde s'est emparée de la salle d'audience. Les membres de la famille ont échangé des regards emplis d'effroi, comme s'ils savaient que ce qui allait arriver serait irréversible. Quelques minutes après le début de la vidéo, Delilah tendit instinctivement la main pour protéger les yeux de sa sœur jumelle Jessie. De l'autre côté de l'allée, Chance et Justine les fixaient, fascinés, incapables de détourner le regard de l'écran et soudain, elle apparut. Une femme, familière et pourtant obsédante. Kim Porter. Selon un témoin, le disque dur contenait 8 vidéos différentes, chacune représentant des célébrités participant à des freak shows ou à des soirées exclusives organisées par Didi. 6 de ces célébrités étaient des hommes et 2 des femmes. Sur le disque se trouvait également un manuscrit dactylographié, ce qui semblait être des mémoires prétendument écrites par Kim Porter. Mais ces 4 enfants affirment qu'il s'agit d'un faux, d'une invention aux intentions obscures. Une vague de murmures étouffés parcourut la salle d'audience, brisant le silence comme un lent éclatement. Puis, sans un mot, les 3 filles se levèrent et sortirent. La question plane comme un spectre. Pourquoi? Pourquoi ont-ils choisi de tourner le dos? Pourquoi, le jour même où ils sont venus le soutenir, sont-ils partis en larmes sous le ciel gris acier de Manhattan? Devant le palais de justice, une foule agitée s'est formée. Par ce matin apparemment ordinaire, le procès de Sean Diddy avait commencé. Les journalistes se frayaient un chemin à coups de coude, cherchant des angles, des extraits sonores, des réactions. Les flashs des appareils photo s'allumaient sans relâche. Des banderoles de protestation s'élevaient comme une vague. Justice pour les victimes, pouvait-on y lire? L'effervescence était omniprésente, les analystes juridiques chuchotaient dans les micros, les spectateurs se penchaient avec de grands yeux, tout le monde était parfaitement conscient que ce procès était sur le point d'exploser en quelque chose de bien plus grand que quiconque ne l'avait imaginé. À l'intérieur, chaque siège de la salle d'audience était occupé. Les dessinateurs travaillaient avec acharnement pour saisir les expressions. Chaque seconde était enregistrée. Les jurés étaient assis comme des statues, le regard froid et calculateur, prêts à scruter chaque détail. La salle lambrissée semblait lourde, comme si l'air lui-même s'était épaissi. Chaque respiration devait lutter pour trouver sa place. Puis, ils arrivèrent. La famille Combs, pour la première fois depuis l'éclatement du scandale, apparut dans la salle d'audience. Les sièges réservés, autrefois vides, étaient désormais occupés. Chance, Delilah et Jessie, les filles de Didi, étaient assises au premier rang, aux côtés de Justin Dior Combs, son fils. Leur tenue était sobre, discrète et élégante. Elles respiraient une maturité tranquille. Leurs expressions étaient indéchiffrables, leurs yeux voilés par une couche de douleur et d'incertitude. Lorsque la presse leur a demandé pourquoi ils étaient venus, Chance a répondu d'une voix calme mais ferme, « Nous sommes venus soutenir notre père. » Mais sur leur visage persistait quelque chose d'indicible, un silence creux, une attente silencieuse, comme s'ils se préparaient à quelque chose que les mots ne pourraient jamais vraiment exprimer. Puis, la procureure Rachel Harper se leva.
Une femme d'une cinquantaine d'années, cheveux argentés tirés en arrière, lunettes posées bas sur le nez, elle se leva de la table de l'accusation avec un calme délibéré. Sa voix, bien que douce, résonnait comme un battement de tambour avant la tempête. Elle croisa le regard du témoin. Décrivez au tribunal ce qu'est un Freckhoff et quel a été votre rôle dans ces événements. La salle retint son souffle. Le témoin expira lentement. Son regard parcourut la pièce, se posant brièvement sur Alex dont le regard était inflexible avant de commencer à parler. Sa voix était basse, ferme, soigneusement mesurée. J'ai rencontré Sean pour la première fois en 2005, a-t-il déclaré. J'avais 19 ans. Je venais de signer chez Bad Boy Records. C'était un homme puissant, une icône. Il m'a promis de faire de moi une star. Mais ce que j'ai reçu, ce n'était pas la célébrité, c'était un piège. Il s'arrêta, regarda droit dans les yeux le jury, comme s'il leur demandait de ressentir le poids de ce qu'il était sur le point d'avouer. Un an après le début de notre relation, il m'a présenté ce qu'il appelait un Freckhoff. Il disait que c'était un moyen de me libérer, de repousser mes limites. Mais pour moi, c'était un cauchemar dont je ne pouvais me réveiller. Alors, qu'est-ce qu'un Freckhoff? Selon lui, c'était une forme de voyeurisme, le plaisir de regarder d'autres personnes faire l'amour. Mais plus encore, il s'agissait de rassemblements minutieusement orchestrés où Didi exerçait un contrôle absolu. Allez même observer avec les autres, dit-il, la voix tremblante sous la pression du souvenir. Mais il ne se contentait pas de me regarder, il contrôlait tout. Ma tenue vestimentaire, l'éclairage de la pièce, l'enchaînement des actions. Même la quantité de lait pour bébé que je devais utiliser pour que ma peau brille, exactement comme il le souhaitait. Il a décrit comment il avait été obligé de faire ses courses dans des magasins spécialisés, achetant des tenues révélatrices choisies avec soin par Didi. Je n'avais pas le droit de choisir quoi que ce soit, dit-elle d'une voix plus aiguë, le regard croisé sur le jury. Si je refusais, il me menaçait. Je me sentais piégé. Et si je ne partageais pas certaines choses, elles devenaient mes secrets. Mes secrets, répéta-t-elle, évoquant des années d'isolement. Je crois au karma. Si on fait du mal aux autres. Les Freckhoff n'étaient pas passagers. Certains duraient entre 36 et 72 heures. Sa voix tremblait lorsqu'elle décrivait l'épuisement profond qu'ils enduraient. L'un d'eux a duré 4 jours, dit-elle. C'est devenu une obligation hebdomadaire, une partie intégrante de ma vie. Elle se souvenait d'avoir été forcée de recruter. Je trouvais des gens sur Craigslist, via des services, dit-il en baissant la tête. J'organisais ces voyages, Miami, Ibiza, New York, la Louisiane, Las Vegas. On se faisait passer pour des recruteurs. Mais tout cela faisait partie d'un plan. Didi ne contrôlait pas seulement les gens. Il contrôlait l'atmosphère. L'éclairage. L'illusion. Au début, il utilisait des bougies pour créer une ambiance romantique. Puis il a installé des éclairages de scène, comme sur un plateau de cinéma. Et il était le seul réalisateur. Elle a décrit comment Didi avait chorégraphié chaque détail, des mouvements des participants au numéro spécifique auquel ils souhaitaient assister. Il avait même demandé l'utilisation de substances pour que tout le monde se sente plus à l'aise, a-t-elle dit, la voix brisée par un mélange de honte et de douleur. Je me souviens qu'une fois, avant un spectacle de monstres, a-t-elle poursuivi, j'ai dû lui envoyer un texto pour lui demander quelle pilule je devais prendre dans son sac, et il m'a répondu exactement. À chaque minute qui passait, le témoignage de Kazi devenait plus poignant. Même lorsqu'elle racontait les horreurs, sa voix restait ferme, froide, comme celle de quelqu'un récitant une vérité incontournable, gravée au plus profond de sa mémoire. Le procès a atteint son paroxysme lorsque l'avocate de Kazi, Samantha Klein, une femme aux cheveux bruns tirés en arrière et au regard aussi perçant qu'une lame de rasoir, s'est levée et a fait une demande effrayante. Votre honneur, dit-elle d'une voix claire et ferme, nous demandons de présenter comme preuve un enregistrement d'un café gratuit qui a eu lieu en 2018, étiqueté comme matériel du Parti blanc. Toute la salle d'audience retenait son souffle. Tous les regards se tournèrent vers le grand écran SAS dans un coin de la pièce. Lorsque l'image commença à scintiller, la première chose qui apparut fut une luxueuse demeure au bord de l'eau. Des palmiers ondulaient au vent. Des néons brillaient, perçant l'obscurité. Des silhouettes humaines évoluaient dans la confusion. Une musique électronique résonnait au rythme de rires chaotiques et de sons indistincts. La vidéo révélait l'une des fameuses « White Party » de Didi, des rassemblements de célébrités, d'hommes d'affaires et de mannequins se livrant à un style de vie extravagant.
Mais ce qui remplissait l'écran n'était pas une scène glamour. C'était quelque chose de plus sombre, de vil. Des visages familiers ont émergé. Un homme d'affaires en costume blanc. Une pop star aux cheveux platine. Un mannequin drapé dans une robe scintillante. Il se livrait à des activités obscures, consommait des substances et adoptait des comportements qui brisaient toute moralité. L'atmosphère était suffocante, comme si la fête existait dans un monde où les règles ne s'appliquaient plus, où le pouvoir et le désir étaient les seules lois. Depuis le podium, Cassie continuait à parler, presque mécaniquement, mais avec une âme tremblante sous son ton. Je ne faisais pas que participer, dit-elle, le regard embrasé de douleur et de défi. J'étais obligé de tout organiser, du recrutement des personnes à leur arrivée au bon endroit. À chaque instant, elle faisait ce qu'il exigeait. Ce n'était pas son choix. Elle était terrifiée. Terrifiée à l'idée qu'en cas de refus, il divulgue les vidéos intimes qu'il possédait d'elle. Elle révéla que Didi enregistrait chaque spectacle de monstre, les conservant comme outil de contrôle, de chantage. Il a dit que ces vidéos étaient son assurance, murmura-t-elle, sa voix tremblant maintenant. Si je n'obéissais pas, il les rendrait publiques, détruisant ma réputation et ma vie. Elle a avoué n'avoir jamais rien voulu de tout cela. Elle se sentait piégée, contrainte. C'était déchirant à entendre. Puis, la salle d'audience s'est figée. La vidéo changea à l'écran. Une nouvelle scène apparut, une femme assise, hébétée, sur un canapé, le regard vide, inconsciente d'être filmée. Son visage était reconnaissable entre mille. Kim Porter. La défunte mère de Dilla et Jessie. Au premier rang, Chance se couvrit la bouche, les doigts tremblants d'horreur. Dilla et Jessie, qui jusque-là arboraient un masque de force, restèrent immobiles, le visage décoloré. Delilah prit la main de Jessie, la serrant si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans la paume de sa sœur, essayant de s'accrocher à quelque chose de réel, quelque chose qui ne s'effondrerait pas sous elle. Ses yeux se tournèrent vers Didi écarquillé, rempli de panique, de trahison et d'agonie brute avant de revenir à l'écran, à l'image de sa mère. Le regard vide de Kim perça le silence. Ce n'était pas seulement une vidéo. C'était une accusation silencieuse. La révélation brutale de la manipulation orchestrée par Didi. Kim, une femme connue pour son indépendance et sa force, semblait brisée, perdue, comme entraînée dans un cauchemar dont elle n'était pas responsable. Sa présence dans la vidéo de Freakoff a suscité non seulement de l'inconfort, mais aussi de l'horreur. Les questions ont fusé. La mort de Kim, d'une pneumonie en 2018, était-elle vraiment naturelle? Ou était-ce le prix du silence, le prix de secrets trop dangereux à révéler? Peut-être qu'ils se sont disputés. Peut-être que quelque chose est allé trop loin. Peut-être que Puff a fait son fameux jeu de bagarre, lancer des oreillers, faire semblant, mais peut-être que cette fois, il a réglé le problème. Je ne pouvais plus me retenir. Il frappa du poing sur la table et se releva d'un bond. Sa chaise retomba en arrière avec un crissement métallique. Arrêtez cette vidéo immédiatement, a-t-il crié, sa voix résonnant dans la salle d'audience, les yeux injectés de sang. Mes enfants sont là, vous ne pouvez pas faire ça. Mais son éclat fut noyé par les cris étouffés de Jessie, son aigu et doux, comme une lame tranchant le silence. Chance, les yeux rouges, se leva aussitôt. Il saisit les mains de ses sœurs et sortit précipitamment de la salle d'audience. Leurs cris résonnèrent dans le couloir, un gémissement déchirant qui résonna dans toutes les âmes présentes. Un juré baissa la tête, la main sur la bouche. La sténographe, au dernier rang, secoua la tête et chuchota à sa collègue, ce n'est plus un procès, c'est une tragédie. Dans le couloir froid, Dilla s'accrochait à Jessie comme à une bouée de sauvetage, la berçant doucement comme pour apaiser une blessure qui venait de se rouvrir. L'image de leur mère désorientée, dépouillée de sa dignité, avait brisé tous les souvenirs tendres qu'ils avaient d'elle. Delilah se souvenait des nuits où leur mère leur chantait des berceuses de cette voix douce, comme une flamme dans la tempête. Jessie, à peine capable de respirer à travers ses sanglots, murmura la seule question qui restait. Pourquoi maman était-elle là? La question flottait dans le silence, sans réponse. Seule subsistait la douleur, la confusion et l'ombre grandissante du doute qui pesait sur l'homme qu'ils appelaient autrefois leur père. D'autres vidéos de Freakoff devaient être diffusées. Et devinez qui était assis au premier rang ce matin-là? Les fils de Didi, présents, témoins silencieux de la chute de leur père. Puis vint la voix de la défense. L'avocat de Didi,
Victor Langston, un homme corpulent aux cheveux grisonnants et à la voix lointaine comme le tonnerre, se leva, prêt à contre-interroger Quasi Ventura. Son regard était fixé sur le sien, perçant, calculateur. Vous décrivez ces événements comme si vous étiez une victime sans aucune autonomie, a-t-il commencé. Mais rappelons le contexte. Vous avez signé un contrat de 10 albums avec Bad Boy Entertainment. Vous avez vécu dans le luxe, voyagé à travers le monde, assisté à des soirées glamour. N'est-il pas possible que vous ayez participé volontairement à ces soi-disant freak shows, pour vous assurer une place dans l'univers de Monsieur Combs? Ces paroles ont frappé comme un poignard. Quasi hésita un instant, puis regarda Alex dans la foule. Silencieux, fort, il lui donnait de la force. Elle se tourna vers Langston, d'une voix assurée. Ce n'était pas mon choix. J'y ai été forcé. Ce que j'ai reçu, a-t-elle poursuivi, n'était pas une récompense. C'était le prix à payer pour survivre. Il contrôlait tout, ma carrière, mes amis, même mes pensées. Si je désobéissais, je perdrais tout. Il s'en assurait. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air comme un vœu solennel. Plusieurs jurés hochèrent subtilement la tête, l'empathie illuminant leurs yeux. Langston se pencha en avant, son ton plus doux, faussement calme. Mademoiselle Ventura, avez-vous déjà collaboré avec d'autres personnes, comme Madame Kim Porter, pour organiser ces événements à la demande de Monsieur Combs? Vous et Madame Porter étiez des participants volontaires qui bénéficiaient des avantages du style de vie qu'il offrait. Le nom de Kim Porter a atterri comme un couteau dans une plaie ouverte. Quasi tressaillit. Sa tête faillit trembler instinctivement. Sa voix se brisa, mais elle ne faiblit pas. Kim était piégé, tout comme moi. Nous n'étions pas complices. Nous étions victimes du même système. Il nous a fait croire qu'il n'y avait pas d'issue, que tout ce que nous avions en nos carrières, nos familles, nos réputations dépendaient de notre capacité à lui plaire. Les mots de Quasi étaient plus que tranchants, plus que cruels. Ils étaient une lame qui ne se contenta pas de transpercer la réputation soigneusement gardée de Didi, mais transperça là où elle était la plus vulnérable, son amour pour ses enfants. Chance, Delilah et Jessie, les filles qu'elle avait toujours proclamées comme le centre de son univers, furent contraintes de voir leur mère brisée, presque méconnaissable. La femme qu'elles adoraient ressemblait à une victime des ténèbres orchestrées par leur père. L'angoisse des trois jeunes femmes, visible dans leurs larmes et leur fuite effrénée de la salle d'audience, est devenue le témoignage le plus indéniable de l'impact émotionnel de la vidéo. Le timing de leur présence ce jour-là, juste au moment où la vidéo était dévoilée, a suscité une avalanche de questions. Pourquoi les filles de Kim Porter étaient-elles là à ce moment précis? La coïncidence semblait trop précise, trop parfaite pour être le fruit du hasard. Pour beaucoup, cela ressemblait à un coup calculé, destiné à frapper Didi là où il était le plus faible, l'amour qu'il portait à ses filles. Tandis que Delilah et Jessie couraient, s'effondrant presque sous le poids de ce qu'ils avaient vu, Chance et Justine restaient assis. Immobiles. Calmes. Leurs yeux ne quittaient pas le visage de Didi. Ils ne suivaient pas leur sœur. Et ce silence, cette immobilité, soulevait encore plus de questions. Lui faisait-il encore confiance? Ou avait-il déjà franchi un seuil sans retour? Peut-être que sous ce masque de calme se cachait quelque chose de bien plus dangereux, un règlement de compte. Pendant des années, les médias avaient dépeint la famille Consolo comme un cercle soudé et résilient, surtout après la mort de Kim Porter, le fil conducteur spirituel qui avait tout maintenu ensemble. Mais ce jour-là, dans cette salle d'audience, la présence de Chance et de Justine ressemblait moins à une solidarité familiale qu'à la fin d'une tempête qui se préparait au sein de la dynastie. Qu'est-ce qui brûlait dans le regard indéchiffrable de Chance et de Justine, deux enfants qui ne partageaient pas le sang de Kim Porter? Était-ce la loyauté? Ou était-ce la chorégraphie silencieuse d'une action plus délibérée ou une stratégie? Chance, fille de Sarah Chapman, a toujours été marginale dans le tissu émotionnel de la famille. Elle a grandi en marge du deuil partagé. N'étant pas la fille de Kim, elle se tenait souvent à l'écart de la chaleur de ces moments de tendresse auxquels les autres s'accrochaient. À la mort de Kim en 2018, ses enfants se souvenaient d'elle avec amour et proximité. Chance, en revanche, n'était confrontée qu'au froid écho de l'isolement. Les photos de magazines montrant Didi tenant les enfants de Kim déclenchèrent en elle une douleur indicible, comme si elle n'était qu'une ombre dans des souvenirs qu'elle n'avait jamais eu le droit d'aborder. Justine, l'aînée de Didi et de Misa Hilton, était différent. Le chagrin ne le consumait pas. Au contraire, il le façonnait et il devenait méthodique, observateur, inébranlable. Pour lui,
les communistes n'étaient pas seulement une famille. C'était une machine. Un jeu de pouvoir. Une histoire où les rôles étaient assignés et où la survie exigeait de la stratégie. Dès son plus jeune âge, Justine avait appris à lire son père, à anticiper ses actions, à déchiffrer les vérités enfouies sous son charisme et son silence. Et s'il lui manquait les tendres souvenirs que ses demi-sœurs avaient de Kim, il portait des cicatrices qui s'étaient durcies en quelque chose de plus net, le contrôle. Il n'a jamais laissé ses blessures le définir. Il les a forgées en armes. Il a vu les enfants de Kim baigner dans une affection maternelle, une affection qu'il n'avait jamais connue. Mais plutôt que de les envier, il a étudié son père. Il a observé Didi régner avec amour, mais aussi par la manipulation, façonnant ses enfants comme les pièces d'une guerre silencieuse. Justine a été mise à l'épreuve par des procès sans lendemain, des confrontations et des missions vagues. Les scandales qui ont suivi ont été étouffés par le pouvoir de Didi, balayés pour protéger son image. Ce qui restait était un homme sculpté dans le secret, attendant dans l'ombre avec des yeux qui ne manquaient rien. Ainsi, lorsque Chance, Delilah et Jessie se sont présentés au tribunal contre l'injonction stricte de Didi, leur geste a été un cri de défi. Selon certaines sources, Didi avait explicitement interdit à tout membre de sa famille d'assister à l'audience, souhaitant préserver son image et celle de ses enfants de ce qui allait arriver. Alors pourquoi était-il là, le jour où la vidéo la plus accablante allait être diffusée? Des murmures pointaient dans une direction, Justine et Chance. Deux âmes blessées. Deux objectifs différents. Justice, pouvoir, ou peut-être les deux. Certains croient avoir conclu un pacte ou une alliance silencieuse nourrie par des années d'observation et d'attente. Justine avait depuis longtemps perçu le vide émotionnel de Chance. C'était elle qui était laissée de côté, celle qui n'avait jamais été pleinement acceptée dans le cercle intime de Kim. Et Justine, froid et calculateur, voyait en elle quelque chose de puissant, une clé pour démanteler l'empire de Didi de l'intérieur. Des mois avant le procès, il s'était approché d'elle. Non pas avec affection, mais dans un murmure. Une question qui lui avait valu l'effet d'un poignard. Vous êtes-vous déjà demandé qui était vraiment papa? Il le dit doucement, mais avec une force mortelle. Puis il lui raconta des choses. Des histoires qu'elle n'avait jamais entendues, sur les tristement célèbres parties blanches, sur la manipulation qui entourait tous ceux qui entouraient leur père, même Kim, la mère qu'ils considéraient tous comme sacrée. Ces mots allumèrent un feu profond en Chance. Une fureur longtemps réprimée. Un appel silencieux à la justice. Bien qu'hésitante, elle a contacté Delilah et Jessie. Elle a passé des appels tard le soir, la voix tremblante, incertaine. Nous devons être là pour papa, mais aussi pour nous-mêmes. Nous devons savoir. Elle n'a jamais dit ce que Justine avait partagé. Elle n'a jamais mentionné la vidéo. Mais quelque chose dans sa voix a brisé la résistance des jumeaux. Ils sont venus, pensant témoigner de l'amour. Croyant soutenir leur père. Sans se rendre compte qu'ils tombaient dans un piège soigneusement tendu par leurs propres frères et sœurs. Derrière les portes closes, Justine agissait avec précision. Des sources affirment que c'est lui qui a divulgué la vidéo de la fête blanche de 2018 à l'équipe juridique de Casi Ventura. Celle qui montrait Kim, non pas comme la femme forte dont il se souvenait, mais comme une personne perdue, consumée. Cette cassette ne vient pas de nulle part. Ce n'était pas un accident. Des documents internes suggèrent que Justine a activé son réseau privé ou des personnes plus fidèles à lui qu'à Didi. Ils ont récupéré les images et les ont transmises sans laisser de traces. Car Justine savait que Didi avait toujours des fidèles qui l'observaient, prêts à détruire tout ce qui menaçait sa sécurité ou celle de Casi et de son mari, Alex Finn. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Justine aurait même organisé une escorte privée, travaillant discrètement. Un message crypté, divulgué, en disait long. Elle est la seule à pouvoir dire la vérité. Peu de mots. Glacé. Concentré. La salle d'audience s'est resserrée comme un nœud coulant. Casi poursuivit son témoignage d'une voix basse mais perçante. Elle parla des années passées sous la coupe de Didi, des menaces, de l'isolement. Il voulait que je sois toute seule, dit-elle, chaque mot frémissant dans le silence. Au premier rang, les trois filles étaient assises, figées dans le temps. Le visage de Chance était de pierre, mais en elle, tout saignait. Delilah et Jessie s'accrochaient encore à l'image de leur père jusqu'à ce que l'écran s'allume. La vidéo, White Party, a commencé. Un manoir baigné de néon. Une musique assourdissante. Des ombres se déplaçant dans un chaos irréel. Et puis,
Kim. Leur mère. Elle apparut, non pas comme ils s'en souvenaient, mais distante, les yeux creux, titubante. Comme si elle avait trébuché dans un cauchemar qu'elle n'avait pas choisi. Elle partagea le silence. Jessie se mit à trembler. Les larmes inondaient leur visage. Delilah serrait la main de Jessie, ses ongles s'enfonçant dans la chair, la douleur les terrassant face à une vague de dévastation grandissante. Ils regardèrent leur père. Puis de nouveau l'écran. Kim, la femme qui rayonnait autrefois de force, ressemblait désormais à un fantôme. Une marionnette dans le jeu cruel d'autrui. La vidéo n'avait pas besoin de commentaires. Elle accusait en silence. Certains jurés murmuraient, stupéfaits. D'autres se détournaient. Dans la galerie, les femmes pleuraient et se serraient les unes contre les autres. Ce n'était plus seulement une preuve. C'était une révélation. Didi ne bougea pas. Mais quelque chose dans son regard se brisa. Puis il s'est levé et a crié « Éteignez la vidéo tout de suite !» Personne n'a écouté. Les juges. Le jury. Les avocats. Tous figés, regardant la vérité éclater. Jessie s'est effondrée. Ses sanglots fendirent l'air. Delilah l'attrapa et elles coururent, leurs talons résonnant sur le marbre froid, le chagrin les suivant comme une ombre. Leurs cris résonnèrent dans le couloir, le cri de l'innocence trahie. Didi resta immobile, les yeux rouges, fixant l'espace que ses filles venaient d'abandonner. Et puis, il les a vues. Chance et Justine. Toujours assis. Toujours silencieux. Chance leva le menton et croisa son regard. Aucune peur. Une seule question, brûlante et muette. Qui es-tu? Justine se tenait debout, les bras croisés, le regard glacial. Calculateur. Imperturbable. Mais quelque part, sous l'armure, quelque chose tremblait, la braise mourante de l'amour pour l'homme qu'il appelait autrefois son père. Enseveli désormais par la vérité. Dehors, le monde a explosé. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme #DSKPorterTruth et #DDSecrets a explosé à travers le monde. Elle est la voix de toutes les âmes abandonnées, a écrit un utilisateur. Mais c'est la vidéo, cette image de Kim qui a laissé le monde sans voix. Pourquoi Chance et Justine ont-ils orchestré ce moment? Pourquoi pas les enfants biologiques de Kim? Parce qu'ils avaient un plan. Parce qu'ils savaient comment lui faire le plus de mal. Parce que le hasard cherchait la vérité. Et Justine le pouvoir. Tous deux savaient que pour détruire Didi, il fallait sacrifier quelque chose. Ce procès ne concernait plus seulement un seul homme. C'était devenu un véritable bilan, un démasquage de l'ensemble du système de divertissement. La voix de Kasi Ventura, soutenue par les vidéos de Freckhoff, a révélé un empire caché où les femmes étaient des marionnettes, les fêtes des pièges et Didi régnait comme un tyran silencieux. Cette vidéo de Kim, ses yeux vides, son corps fantomatique est devenu un symbole que personne ne pouvait effacer. Sa mort en 2018 était-elle vraiment une pneumonie? Ou était-ce le prix à payer pour tenter de s'échapper? Les cris de Delilah et de Jessie alors qu'elle fuyait en disaient plus que les mots ne pourraient jamais le dire. Et le silence de Chance et de Justine laissa derrière lui une possibilité terrifiante. Étaient-ils les architectes de la chute de leur père? Le public a demandé. Était-ce vraiment un procès? Ou les funérailles d'une dynastie bâtie sur le silence, les ombres et les secrets? Une chose était sûre maintenant. Le masque scintillant de Didi s'était brisé. Et l'obscurité en dessous ne pouvait plus être niée.